Printemps 1992. Au cœur des Balkans, la Bosnie-Herzégovine s'effondre. Un pays où vivaient côte à côte musulmans bosniaques, orthodoxes serbes et catholiques croates devient un champ de ruines. Une guerre éclate, brutale, sanglante, marquée par un génocide, des massacres, des viols de masse et une trahison silencieuse des puissances internationales. Ce documentaire révèle toute l'histoire, les chiffres, les noms, les complicités, les silences. Conflit d'identité. Avant le conflit, selon les données du recensement de 1991, la Bosnie était composée de 44% de musulmans bosniaques, 31% de Serbes et 17% de Croates. À la chute du régime communiste, les nationalismes éclatent. Slobodan Milošević veut créer une grande Serbie. En mars 1992, la Bosnie vote à plus de 60% pour l'indépendance, mais les Serbes boycottent le référendum. Le 3 mars, la Bosnie déclare son indépendance. Radovan Karadzic, chef des Serbes de Bosnie, déclare alors la guerre. Selon les archives du gouvernement bosniaque, ce sont les milices serbes, soutenues par l'armée yougoslave, qui lancent les premières attaques contre Sarajevo, Zvornik et Foča. La France, alors dirigée par François Mitterrand, adopte une position ambiguë. Officiellement neutre, elle tente de maintenir la paix en ex-Yougoslavie, mais reste proche de Belgrade pour des raisons historiques. Selon les recherches du Centre de documentation sur la guerre de Bosnie, Mitterrand freine volontairement toute intervention militaire de peur d'un embrasement européen. Il est également important de noter que selon plusieurs historiens des Balkans, Israël et la Serbie entretenaient des relations militaires et diplomatiques cordiales avant la guerre. Aucune preuve ne montre une implication directe d'Israël pendant le conflit. Mais les liens stratégiques entre les deux pays existaient avant 1992. Stratégie, embargo et complicité. En mai 1992, l'ONU impose un embargo sur les armes à toutes les parties. En réalité, cet embargo désarme surtout les Bosniens musulmans, alors que les Serbes ont hérité des stocks militaires yougoslaves. Selon un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies publié en 1994, l'embargo favorise le déséquilibre militaire en Bosnie. Face à l'inaction de l'ONU et de l'Occident, des pays musulmans réagissent. Selon une enquête de la CIA publiée en 1996, l'Iran fournit entre 5 000 et 14 000 tonnes d'armes à la Bosnie entre 1993 et 1995, avec la bénédiction tacite des États-Unis. L'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie acheminent des fonds et de l'aide logistique. La Ligue arabe, quant à elle, dénonce le génocide, mais ne propose aucune intervention militaire, se contentant de réunions diplomatiques et d'aides humanitaires dispersées. Seuls les Émirats arabes unis se distinguent par une assistance constante, selon les données publiées par le Croissant Rouge bosniaque. Concernant les pays du Maghreb, l'Algérie a apporté une aide symbolique en fournissant un appui diplomatique et humanitaire. Le Maroc et la Tunisie ont exprimé leur solidarité sans engagement militaire. Selon un rapport de l'Organisation de la coopération islamique de 1995, plusieurs pays africains comme le Soudan et la Libye ont également envoyé une aide humanitaire et logistique. Toutefois, leur implication est restée marginale et peu documentée. Siège et guérilla. Sarajevo est assiégé du 5 avril 1992 au 29 février 1996. C'est le plus long siège de l'histoire moderne. 1425 jours, plus de 11 000 civils tués, dont 1500 enfants. Selon le rapport du Comité international de la Croix-Rouge de 1996, les civils étaient délibérément visés. La France, sous Mitterrand, envoie les premières troupes humanitaires. Mais ce n'est qu'à partir de 1995, sous Jacques Chirac, que les forces françaises deviennent plus offensives, notamment lors de la reprise du pont de Vrbanija. Selon les archives du ministère français de la Défense, cette opération est l'un des rares actes militaires fermes de la part de la France. Les combattants islamiques. Face aux atrocités,
des volontaires musulmans du monde entier rejoignent la Bosnie. On estime entre 500 et 1500 les moudjahidines étrangers venus d'Algérie, d'Afghanistan, d'Arabie Saoudite ou du Pakistan. Selon un article publié dans le Los Angeles Times en décembre 1992, ces combattants espéraient mourir en martyrs. Ils participent à certaines batailles, mais leur rôle reste marginal sur le plan militaire. Le génocide de Srebrenica, juillet 1995. Srebrenica, ville bosniaque déclarée zone de sécurité par l'ONU, tombe aux mains de l'armée serbe. Ratko Mladic ordonne l'exécution de 8372 hommes et garçons bosniaques. Selon les données du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, les exécutions durent du 11 au 22 juillet 1995. Les corps sont jetés dans des fosses communes, certaines rouvertes et déplacées pour brouiller les preuves. Les 370 casques bleus néerlandais présents n'interviennent pas. En 2002, le gouvernement des Pays-Bas démissionne. En 2019, la Cour suprême néerlandaise reconnaît une responsabilité partielle dans la mort de 350 victimes. Selon Human Rights Watch, il s'agit du plus grand massacre commis en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Viols de masse. Entre 12 000 et 50 000 femmes sont violées durant la guerre, la majorité d'entre elles bosniaques musulmanes. Ces viols sont utilisés comme armes de guerre. Le Tribunal pénal international reconnaît le viol comme crime contre l'humanité en 1998. Selon Amnesty International, ces viols sont souvent organisés dans des camps spécifiques, comme à Foča. Échecs internationaux. L'ONU a échoué. Sa mission UNPROFOR n'a jamais eu les moyens d'agir. Selon un rapport interne de Kofi Annan de 1999, l'organisation a commis une grave erreur morale et politique. La responsabilité de protéger n'a pas été appliquée. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont longtemps refusé des frappes contre les Serbes de peur de perdre leurs soldats. Les États-Unis n'interviennent sérieusement qu'après 1995. Justice internationale. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est créé en 1993 à La Haye. En 2001, Radislav Krstić est le premier à être condamné pour génocide. En 2017, Ratko Mladic est condamné à perpétuité. Radovan Karadzic est également reconnu coupable en 2016. En 2007, la Cour internationale de justice reconnaît le génocide de Srebrenica, mais déclare la Serbie non coupable de génocide au sens strict, tout en l'accusant de n'avoir rien fait pour l'empêcher. Vérité. Caché. Selon le Washington Post, certaines fosses communes ont été déterrées et déplacées sur ordre du commandement serbe pour effacer les traces. Des dizaines de milliers de victimes n'ont toujours pas été identifiées. La Republika Srpska nie encore le génocide. Le négationnisme sévit. Milorad Dodik, leader serbe de Bosnie, qualifie encore aujourd'hui Srebrenica de mythe. Certains médias serbes affirment que les chiffres sont exagérés. Selon une enquête menée par le Guardian, des sociétés de BTP liées à des élites politiques serbes et occidentales ont profité de la reconstruction post-guerre, dans une Bosnie éclatée, fragile et sous tutelle internationale. La Bosnie en 2025. En 2025, la Bosnie reste un État divisé entre la Fédération croato-bosniaque et la Republika Srpska. Le pays connaît une instabilité politique chronique. Milorad Dodik continue de menacer la sécession de la Republika Srpska avec le soutien discret de la Russie. Le système de gouvernance hérité des accords de Dayton paralyse la prise de décision. Économiquement, le pays stagne. Le taux de chômage reste élevé, autour de 15%. La jeunesse fuit à l'étranger. Les tensions communautaires demeurent fortes. La Bosnie est toujours candidate à l'Union européenne, mais le processus est bloqué par la corruption et l'inefficacité institutionnelle. Malgré tout, la mémoire du génocide de Srebrenica est vivante. Chaque 11 juillet, des milliers de personnes se rassemblent à Potocari. Les maires de Srebrenica continuent de lutter pour la justice. Mais
Le négationnisme progresse et l'histoire est encore contestée dans une partie des Balkans. Conclusion. La guerre de Bosnie n'est pas seulement un conflit ethnique. C'est l'histoire d'un peuple trahi, d'un génocide reconnu mais encore nié, d'une Europe silencieuse et d'un monde musulman divisé. L'oubli serait une seconde mort. La mémoire est un devoir. L'histoire ne doit pas être enterrée avec les corps que l'on n'a jamais retrouvés. Muslim News. Éclairer la Oumma chaque jour. Abonne-toi pour plus de vérité.